Let's go. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir Nathalie Balandreau au nom du COFER pour vous faire un cours aujourd'hui. Elle nous a mis la date le 17 novembre, comme ça on est sûr de ne pas oublier. Nathalie Balandreau est PH dans le service de rhumatologie ici à Marseille avec moi à Marseille et elle a aussi une valence de recherche à l'INSERM, donc c'est quelqu'un de relativement complet sur toute la rhumatologie. Alors, elle a en plus un intérêt sur la maladie de Whipple qui n'est pas son sujet de recherche habituel. Et je la remercie de nous faire cette présentation pour la demi-heure qui vient. À toi, Nathalie. Merci pour l'introduction, Tao. Donc oui, effectivement, je ne suis pas une grande spécialiste du Whipple, mais j'aime beaucoup cette pathologie qui est vraiment très intéressante et qui fait partie des diagnostics différentiels à connaître en rhumatologie. Donc, je vais essayer d'être claire parce que vous allez voir que ce n'est pas si simple. Alors, si mes diapositives veulent bien avancer, super. On va commencer dans le vif du sujet. Alors, vous êtes devant un patient qui se présente avec des diarrhées chroniques qui évoluent par poussée. Il a une malabsorption et vous le suiviez depuis quelques années pour une polyarthrite que vous aviez du mal à étiqueter, immunonégative. Évidemment, devant cette diarrhée, vous demandez l'avis des gastro qui vous proposent de faire une imagerie du tube digestif et vous allez retrouver une paniculite mésentérique, des adénomégalies multiples, un épanchement péritonéal et des lymphangiectasies du grêle diffuse. Évidemment, le gastro va faire des biopsies et l'anapathe va regarder sur ces biopsies, va faire des colorations, en particulier avec l'acide périodique de Schiff. Il va montrer qu'il y a une positivité au PAS et il va donc découvrir des bacilles gram positifs intracytoplasmiques lorsqu'il fait une microscopie électronique. Alors évidemment, je vous ai décrit une forme classique et vous avez tous reconnu une maladie de Whipple. La maladie de Whipple, elle est liée à Trophirema whipplei. C'est une bactérie du groupe des actinomycètes. Elle fait à peu près 2 micromètres. Et vous voyez ici sur ces coupes, à gauche, une microscopie électronique. La bactérie est colorée artificiellement. En jaune, c'est le génome. Et sur la droite, elle n'est pas colorée, mais vous reconnaissez la membrane plasmique qui est triple, qui est assez caractéristique de ces bactéries en bâtonnet. Alors, la maladie de Whipple, elle a été décrite à la fin des années 1800, mais ce qu'a retenu l'histoire, c'est la description faite par M. George Whipple en 1934, où il décrit le cas d'un médecin qui était allé sur le canal de Panama pour travailler et s'occuper des ouvriers présents sur ce gros chantier. Et ce médecin était revenu avec une diarrhée épouvantable, des douleurs abdominales, des douleurs articulaires. Il avait une altération de l'état général, une perte de poids, il a fini par décéder. Lorsqu'il avait analysé ce patient, il avait remarqué qu'au niveau du tube digestif et au niveau des valves cardiaques, il y avait des espèces de plaques jaunâtres qui correspondaient en fait à une lymphangiectasie. Et il avait donc décrit cette pathologie comme une lipodystrophie intestinale, et c'est le premier nom décrit par la maladie. Rappelez-vous que M. Whipple a été le premier Américain à avoir le prix Nobel pour sa description de l'anémie pernicieuse. Alors, un petit peu d'histoire pour vous montrer que c'est une bactérie qui a été difficile à diagnostiquer et à analyser. Ça commence après la description par M. Whipple de cette pathologie par une coloration de macrophages de tubes digestifs de patients atteints avec du PAS en 49, et c'est là où on a la preuve formelle que cette pathologie est liée à une bactérie. Une deuxième preuve indirecte, c'est en 52, où on montre que les antibiotiques, le chloramphénicol, s'est avéré efficace sur un cas de patients souffrant de cette maladie. Ensuite, il faut attendre les années 60 pour la microscopie électronique, où on peut voir enfin une image de cette bactérie au microscope électronique, une image que je vous ai déjà montrée là juste avant. Et puis, il faut ensuite attendre les années 90 pour séquencer de façon partielle l'ARN bactérien, et en particulier l'ARN CZ, qu'on n'utilise pas que pour le Whipple. Et en 92, on fait la première amplification par PCR. La culture a été très très longue et difficile, et c'est un petit peu un cocorico français puisqu'elle a été faite en France, ici à Marseille, à l'IHU. Et cette culture est difficile parce que c'est une bactérie qui est incapable de synthétiser un nombre conséquent d'aminoacides essentiels.
Donc, en 2001, on fait la première caractérisation phénotypique du germe et on le nomme à ce moment-là Trophirema whipplei, et il est séquencé complètement en 2003. Et puis, plus récemment, une découverte vraiment très, très intéressante, qui est la découverte du terrain génétique à cette maladie, qui est une découverte co-dirigée, là encore, cocorico, par une équipe française, par M. Jean-Marc Casanova, qu'on connaît tous pour ses travaux sur l'herpès et puis plus récemment sur le Whipple, où on montre en fait, ça je vais revenir un petit peu dessus, que c'est la mutation sur le gène IRF4 qui code pour un facteur de transcription qui est impliqué dans l'immunité de type TH1 qui est responsable de la maladie. Et cette mutation rare explique que seul un sujet sur 1 million va développer les symptômes de la maladie. Alors, par définition, la maladie de Whipple, c'est une infection bactérienne, elle est multisystémique, elle est liée donc à Trophirema whipplei, qui, je le rappelle, est un bacille gram-positif et qui a une très grande variabilité génétique. On a décrit à ce jour plus de 30 génotypes. Donc, vous avez vu qu'il a un tropisme intracellulaire pour les macrophages, les monocytes. Et ce n'est pas une bactérie rare, alors que la maladie est rare, c'est une bactérie qui est endémique, en particulier en Afrique rurale, au Sénégal et dans l'Ouest africain. La maladie en elle-même, c'est une maladie qui va toucher de façon privilégier les hommes, avec plus de 80% d'atteintes chez les hommes. Et la description, elle se fait dans plus de 90% des cas également chez des Blancs d'Europe du Nord. L'âge moyen, c'est un âge mûr, à environ 55 ans, et c'est une maladie qui est extrêmement rare. L'incidence, elle est estimée entre 1 et 3 pour 1 million d'habitants. Alors, le terrain génétique, jusqu'à 2018, on avait montré dans un certain nombre de séries qu'il y avait une prédominance de patients HLA-B27, 28% des cas, donc ce qui n'est pas négligeable, mais qui n'était pas non plus 100% des cas. Et puis cette mutation IRF4, découverte dans les années 2018. Donc c'est une maladie qui est endémique, c'est une bactérie qui est endémique, ce qui explique aussi qu'il y a une prévalence élevée du portage asymptomatique. Si on regarde les selles d'une population générale non symptomatique en France, on constate qu'il y a entre 2 et 11% de la population qui a du Whipple dans les selles. Et si on prend des égoutiers, on va monter à 26% de portage asymptomatique. Si on va au Sénégal, chez des enfants de moins de 5 ans, on monte à 70% de portage asymptomatique dans les selles. Et donc, ces patients qui sont asymptomatiques, ça c'est bien de le retenir, c'est qu'ils vont avoir une séroconversion, c'est-à-dire des IgG qui vont reconnaître Whipple. Et donc, vous avez tout de suite compris que faire une sérologie Whipple, ça n'a pas de sens devant un patient qui a des symptômes pouvant évoquer la maladie, puisqu'elle n'est pas spécifique de la maladie, mais elle est spécifique d'un portage du Whipple qui n'est pas forcément la maladie Whipple. Et donc, sur ces patients asymptomatiques, seuls 0,01% vont faire une vraie infection Whipple. Donc, la physiopathologie, on ne la connaît pas bien. Donc, je vous ai dit qu'on avait un portage asymptomatique avec une immunité humorale et cellulaire qui fonctionne. Alors, pourquoi est-ce qu'on devient malade? Au tout départ, on pensait que c'était lié à une souche particulière de Whipple. Vous avez vu qu'il y a plus de 30-40 génotypes décrits. Eh bien non, il n'y a pas de génotypes qui sont porteurs d'une maladie particulière. Le terrain génétique, jusqu'alors, on avait décrit B27 et surtout, en 2018, la découverte d'une mutation sur le gène IRF4. Le gène IRF4, il code pour une protéine qui est une protéine de réponse à c'est une protéine de réponse à l'interféron de type 4. Elle a été découverte dans une famille où 4 patients avaient une maladie de Whipple et où on a fait une analyse des autres patients et on s'est rendu compte que 5 étaient porteurs asymptomatiques. Dans ce contexte, on a fait un séquençage complet du génome et on s'est rendu compte qu'il y avait une mutation sur ce gène. Et c'est une mutation très, très rare, donc la mutation R98W qui n'avait jamais été décrite et qui correspond à une mutation qu'on appelle LOF, c'est-à-dire perte de fonction, loss of function. Alors, c'est assez rigolo puisque ce gène, il avait déjà été décrit 2 ou 3 ans auparavant comme étant responsable des cheveux blancs de façon très précoce. Donc, c'est un gène vraiment très, très intéressant. C'est aussi un gène qui est impliqué dans les Covid sévères, comme vous avez pu le lire récemment. Et donc, chez les patients qui ont cette mutation, ils vont avoir une réponse TH1 contre Whipple non fonctionnelle. C'est ce qui explique qu'ils vont développer la maladie.
Alors maintenant, parlons de la clinique. On peut décrire 3 formes, avec quand même, de toute façon, une très grande variabilité clinique. Alors la forme classique, qui parle à tout le monde, c'est la triade avec l'atteinte du tube digestif. Elle est caractérisée par 2 phases, la phase prodromale, dite prodromale, où on a essentiellement des manifestations articulaires qui peuvent durer jusqu'à 6 ans avant l'apparition des symptômes digestifs, et puis la phase maladie, donc, qui va voir survenir une diarrhée importante avec l'altération de l'état général. Et ce qui est décrit dans la littérature, ce sont souvent des patients qui ont une polyarthrite immunonégative qu'on va mettre sous traitement immunosuppresseur parce qu'on n'arrive pas à juguler cette polyarthrite et qui, là, avec un traitement immunosuppresseur, vont déclencher la maladie avec l'atteinte du tube digestif. Et le fait qu'il y ait 2 phases avec cette phase prodromale explique qu'on va avoir un retard diagnostique moyen de 6 ans, voire plus, selon les cas de la littérature. La deuxième forme possible, ce sont les formes localisées, c'est-à-dire qu'on va avoir des formes sans atteinte digestive, mais qui vont atteindre soit le cœur, soit les yeux, soit une polyarthrite isolée, soit des manifestations neurologiques isolées. Je vais un petit peu vous décrire ces formes localisées. Et puis plus récemment, on a décrit ce qu'on appelle l'infection aiguë, qui va être souvent décrite en Afrique chez les enfants comme une pneumopathie aiguë. Ces patients chez lesquels on a fait une analyse du LBA et chez lesquels on a montré qu'il y avait du Whipple dans le LBA. Alors, ces patients-là ne font pas la maladie de Whipple classique, ils finissent par guérir, ils font souvent une pneumopathie aiguë qui ne nécessite pas de traitement de fond. Donc, pour la triade classique, c'est la présence donc, de diarrhée avec un amaigrissement, la présence d'arthralgie qui sont présentes dans 2/3 des cas environ, et puis souvent, c'est associé à une fièvre prolongée inexpliquée, et le terrain, je vous en ai déjà parlé, c'est un homme d'âge moyen. Si on regarde la littérature avec les cohortes, j'ai volontairement pris de vieilles cohortes et des plus récentes, et bien vous voyez que il n'y a pas vraiment de modification de la symptomatologie avec les années. On retrouve une prédominance masculine avec plus de 80-90% de patients masculins, un âge moyen 50 ans. Et puis, dans une des cohortes, on voit que la durée des symptômes articulaires avant la maladie, ça peut être de 6 mois à 312 mois. Donc, ça peut être énorme. Et puis, on retrouve la triade classique, donc les arthralgies dans plus de 80% des cas, les diarrhées dans 80% des cas, un amaigrissement très, très, très fréquent, et puis dans environ 50% des cas, de la fièvre. Et puis d'autres manifestations, des adénopathies, une hyperpigmentation donc avec une méladodermie qui est décrite dans la littérature, mais qui ne se voit plus tellement en pratique clinique, des manifestations cliniques neurologiques qui peuvent aller jusqu'à 40%, des manifestations oculaires qui sont environ 1/3 des cas, des manifestations pleurocardiaques avec surtout des pleurésies et une vitesse de sédimentation dans les deux séries où c'est écrit, eh bien c'est élevé et non bien sûr spécifique. Alors revenons sur quelque chose qui nous intéresse particulièrement, ce sont les manifestations rhumatologiques. Donc comme je vous le disais, l'atteinte articulaire, c'est le premier symptôme de la maladie dans environ 70% des cas. Elle peut être une polyarthrite périphérique, mais il peut également y avoir des manifestations axiales avec des sacroïlites. Et rappelez-vous que ça peut être tout à fait isolé pendant de nombreuses années, sans signe digestif, et c'est là où il faut y penser, puisque c'est une cause de retard diagnostique important. Alors, ce n'est pas une polyarthrite spécifique, hein, c'est la présence d'arthrite ou d'arthralgie des grosses articulations. Donc, ça peut mimer une polyarthrite rhumatoïde. C'est plutôt non destructeur, sauf si la maladie devient très, très évoluée. Elle est intermittente, migratrice, oligo- ou polyarticulaire. Et puis, ce qui est assez caractéristique, c'est que les arthrites se résolvent de façon spontanée entre les crises. Bien sûr, on n'a pas d'auto-anticorps dans ces formes de polyarthrite. Et si on a la bonne idée d'aller analyser le liquide et qu'on fait une coloration au PAS, eh bien, on va avoir un PAS positif dans environ 30% des cas. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de faire une PCR 16S sur ces prélèvements articulaires et vous pouvez avoir une PCR positive, et en particulier pour la PCR 16-23 qui est plus spécifique du Whipple que la PCR 16S.
Maintenant, on va parler des formes isolées. Donc, le pourcentage que je donne à chaque fois, c'est lorsque la forme est isolée, mais bien sûr pas dans la forme triade classique. Donc, on peut avoir une maladie avec des manifestations digestives isolées, dans 15% des cas. Donc, vous allez avoir cette fameuse diarrhée importante avec malabsorption. Elle est épisodique. Il y a parfois une stéatorée, un amaigrissement, une dénutrition. Les diagnostics différentiels, bien sûr, ce sont les MICI, surtout que parfois il y a des saignements occultes. On retrouve parfois une hépatosplénomégalie, une cholestase anictérique, une ascite. Et c'est bien sûr l'anapathe aux biopsies du tube digestif qui vont nous permettre le diagnostic. On va y revenir. Parfois, ce sont simplement une altération de l'état général, un amaigrissement qui vont évoquer la maladie de Whipple avec une mélanodermie. Je vous rappelle que la mélanodermie, elle est très, très rare. Et on va retrouver, quand on fait un scanner TAP, des adénopathies, souvent mésentériques ou médiastinales, rarement périphériques. Et bien entendu, le diagnostic de lymphome est souvent évoqué et on va aller faire une anatomopathologie. Cette anatomopathologie va montrer un granulome gigantocellulaire mais sans nécrose caséeuse. Ça, c'est important puisque le liquide de passe, la coloration au PAS, elle est également positive avec Mycobacterium avium, par exemple. Donc, ce n'est pas spécifique. On peut également avoir des manifestations neurologiques isolées. Alors ça, c'est très, très rare. C'est très difficile de faire le diagnostic et c'est un hasard d'y penser si on n'a pas des choses pathognomiques que je vais vous montrer. Donc, en fait, le plus fréquemment, ce sont des troubles cognitifs, donc une démence ou une dépression. Et ce qui va faire évoquer un Whipple neurologique, c'est la présence d'une ophtalmoplégie supranucléaire, c'est-à-dire l'impossibilité de lever les yeux vers le ciel. Et surtout, on a quelque chose qui est rarissime mais pathognomique, c'est ce qu'on appelle les myorhythmies oculomasticatoires. Donc, je vais vous faire une petite vidéo parce que c'est très difficile de décrire ce mouvement un petit peu bizarre avec les mots. Alors, bien sûr, le diagnostic se fera après analyse du liquide céphalorachidien, où on va voir une hyperprotéinorachie, une hypercytose, mais il n'y aura pas d'hypoglycorachie. Et surtout, la coloration au PAS va être positive. Le scanner cérébral, l'IRM ne sont pas spécifiques. Heureusement, maintenant, on utilise le TEP-scan et le TEP-scan va montrer des anomalies non spécifiques, mais qui peuvent être évocatrices, c'est-à-dire avec un hypométabolisme assez général. Alors, il faut savoir que les manifestations neurologiques dans la maladie de Whipple sont gravissimes et en l'absence de traitement, la mortalité est de 25% en moyenne à 4 ans. Donc, il faut savoir y penser. Donc là, c'est une petite vidéo pour vous montrer ce fameux signe pathognomonique que sont les myorhythmies oculomasticatoires. Vous voyez ce mouvement horizontal des globes oculaires. Il n'y a pas de myosis ou de mydriase et ça s'accompagne en fait en même temps d'un mouvement masticatoire assez difficile à reproduire. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait pathognomonique qui doit faire évoquer une maladie de Whipple. Ensuite, d'autres manifestations isolées, ça peut être des manifestations cardiaques. Alors, elles sont décrites comme fréquentes, 50 à 70% des cas, mais non cliniquement significatives. Donc, une petite péricardite, mais non invalidante ou une petite pleurésie. Mais surtout, ce qui doit faire évoquer une maladie de Whipple et vous rappeler que ça fait partie des diagnostics des endocardites à hémoculture négative. Les manifestations ophtalmologiques, elles sont également rares lorsqu'elles sont isolées, environ 10% des cas. Tout peut être atteint, toutes les chambres peuvent être atteintes au niveau du globe oculaire, mais ce qui est assez caractéristique, c'est l'uvéite intermédiaire. Et en fait, on doit l'évoquer devant un patient qui a des polyarthrites, par exemple, avec la sensation de corps étranger dans l'œil. Ça peut être évocateur d'une uvéite intermédiaire. Et le diagnostic, là, se fera par analyse de l'humeur aqueuse, avec en particulier dessus une PCR-CSS et un séquençage du génome de Whipple. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme examen complémentaire quand on est devant une forme classique? Devant une forme classique avec un patient qui a des diarrhées profuses, on va évidemment faire une analyse du tube digestif, donc un FOGD, où on va pouvoir voir une muqueuse duodénale qui peut être érythémateuse, érosive, les plis peuvent être œdémaciés, mais surtout on va voir des plaques jaunâtres et blanchâtres du duodénum ou du jéjunum qui correspondent à des lymphangiectasies. Et au niveau du côlon également, on va faire une coloscopie parce que la teinte colique, elle est possible. Et là, on verra des atteintes érythémateuses, serpigineuses du côlon, sans érosion et ulcération pour une Mickey. Et c'est bien sûr la biopsie et l'anatomopathologie qui feront le diagnostic.
Donc ça, c'est un aspect typique au duodénum, où vous voyez sur l'image de droite en particulier ces vaisseaux lymphatiques ectasiques qui sont infiltrés de macrophages qui sont infectés par le Whipple, et c'est cet aspect-là qui avait fait évoquer et qui avait donné le terme de la maladie à M. Whipple lorsqu'il avait décrit le premier cas. On peut faire une échographie digestive qui va montrer un épaississement des anses grêles avec un épanchement inter-anses, mais bien pas grand-chose de spécifique. L'entéro-IRM peut être intéressante en montrant une paniculite mésentérique et surtout des adénomégalies multiples. Mais aujourd'hui, c'est vraiment intéressant et décrit de plus en plus dans la littérature, c'est l'intérêt du TEP scan, qui va être l'image de référence en cas de suspicion de Whipple. Il va montrer également la paniculite mésentérique avec des adénomégalies multiples, mais ce qui va être intéressant, c'est que le TEP scan va montrer des images au niveau cérébral avec un hypométabolisme ou une atteinte valvulaire cardiaque, par exemple, auquel on n'avait pas pensé et qui pourra évoquer la maladie et qui pourra également permettre des prélèvements ciblés. Au niveau des examens complémentaires, on peut faire une biologie standard, mais bien sûr, elle n'est pas spécifique, un syndrome inflammatoire. Vous pouvez avoir une hyperleucocytose, une thrombocytose, une thrombopénie, de rares cas d'hyperéosinophilie, des signes éventuellement de malabsorption en cas de diarrhée importante, parfois une cholectase anictérique quand on a une atteinte hépatique, mais bon, rien de très spécifique. Donc, ce qui va permettre vraiment le diagnostic, en particulier dans la forme classique, c'est l'anapathe. L'anapathe après biopsie duodénale et jéjunale. Donc, on va avoir au niveau de l'anapathe une infiltration avec des macrophages qui sont spumeux, qui ont des inclusions, qui vont prendre la fameuse coloration par l'acide périodique de Schiff. Si on fait une microscopie électronique, on pourra voir le bacille gram-positif intracellulaire. Et puis également, l'immunohistochimie est capitale et on l'a maintenant depuis 2003. On utilise des anticorps polyclonaux de lapin dirigés contre l'ARN messager de Trophirema whipplei et c'est tout à fait spécifique, alors que je vous rappelle que l'acide périodique de Schiff, il colore également les mycobactéries, donc il n'est pas suffisant. On peut également faire cette histologie sur les adénopathies qu'on peut prélever quand on en a vu au scanner ou au TEP scan. Donc, une petite illustration de ce qu'on voit à la biopsie duodénale. Sur votre gauche, c'est un aspect normal de la muqueuse de l'intestin grêle. Donc, vous voyez des anses qui sont des plis qui sont très fins et allongés, alors que les anses sont complètement aplaties dans le Whipple et on retrouve la coloration tout à fait typique au PAS, donc la coloration rouge, qui montre la présence de polysaccharides dans le bacille de Whipple. Donc, une illustration de l'immunohistochimie que l'on dispose depuis 2003. Donc, sa sensibilité, je vous disais, elle est supérieure à la coloration de PAS, mais surtout, elle est spécifique puisque ce sont des anticorps qui sont spécifiques contre Trophirema whipplei. Donc, ce sont des anticorps de lapin qui sont utilisés. Et cette immunohistochimie, elle est utilisable sur absolument tous les prélèvements. Donc là, sur cette coupe, vous voyez en vert des noyaux cellulaires, en rouge, c'est la vimentine qui est colorée, et en bleu, c'est l'ARN messager des macrophages infectés par Trophirema whipplei que vous pouvez voir. Donc, l'ARN messager de Whipple, de Trophirema whipplei. Ensuite, différents prélèvements peuvent être réalisés, et en particulier pour faire une biologie moléculaire par PCR, puisque depuis les années 90, on sait séquencer l'ARN 16S, et puis surtout, on a depuis 2003 un séquençage complet du génome de Whipple. Donc, cette PCR, elle peut se faire sur tous les prélèvements possibles. Donc, ça va être au départ les biopsies duodénales, quand on a une forme de type triade classique. Quand la maladie est fortement suspectée, on peut le faire sur le sang, alors que la sérologie, je vous le rappelle, elle n'est pas utile et pas spécifique. On va le faire quand on a une maladie de Whipple certaine sur le LCR, même s'il n'y a pas de signe neurologique, parce qu'il faut absolument éliminer une atteinte neurologique infraclinique. Devant une polyarthrite immunonégative, si c'est le seul point d'appel clinique, il peut être intéressant, si le patient vous a décrit des diarrhées, s'il a une altération de l'état général, ou si vous n'arrivez pas à étiqueter cette polyarthrite, ça peut être intéressant de faire une PCR Whipple sur le liquide synovial. Et puis, en cas de suspicion de Whipple, ça peut être le premier point d'entrée dans la suspicion diagnostique, c'est la fameuse PCR salive et sel que l'on demande
maintenant en cas de suspicion de Whipple, auquel on ajoute depuis quelques années la PCR urine, qui est plus intéressante finalement que la PCR dans les selles, en particulier dans les formes localisées. Je vais revenir dessus. Alors, pour se sortir de tout cet ensemble d'examens complémentaires à réaliser, il y a une stratégie diagnostique. Alors, la stratégie diagnostique devant une maladie de Whipple classique ou une suspicion de maladie de Whipple, ça va être de faire une PCR salive et sel. Alors, on a plusieurs cas. Si on a une PCR positive dans la salive et négative dans les selles, considérez que c'est une contamination. La PCR positive dans la salive n'a pas de vraie bonne valeur. On y ajoutera de toute façon la PCR urine, qui là correspond à la même valeur que celle des selles. Si vous avez une PCR Whipple, salive, sel négative, il faut faire quand même une PCR urine, car elle peut rattraper un diagnostic négatif, mais quand même, PCR salive, sel et urine négative, diagnostic de maladie de Whipple improbable, cherchez autre chose. En cas de PCR Whipple dans les selles positives, eh bien, on se retrouve pratiquement dans le même cas que dans PCR salive-sel positive. De toute façon, là aussi, on fait une PCR urine et on est devant une forte suspicion de maladie de Whipple avec une valeur prédictive positive de l'ordre de 95%, y compris pour les formes isolées localisées si la PCR urine est positive. Dans ce cas-là, il faut de toute façon faire des biopsies duodénales pour faire une analyse en anapathe avec une coloration au PAS, une immunohistochimie et également sur les biopsies duodénales, refaire une PCR maladie de Whipple. Alors, l'analyse est ensuite complexe, donc je vous ai fait un petit arbre diagnostique. Sur la biopsie duodénale, on se retrouve à faire une coloration au PAS et en immunohistochimie. On a deux cas. Le cas le plus simple, c'est une coloration au PAS et une immunohistochimie positive. On va de toute façon faire une PCR et un séquençage de Whipple. Évidemment, si c'est positif, si tout est positif, ça confirme la maladie de Whipple, il faut traiter. Si la PAS et l'immunohistochimie sont positifs, mais que la PCR est négative, vous avez vu que c'est une atteinte qui peut être focale, il faut refaire d'autres prélèvements et il faut se mettre en situation de forme éventuellement localisée. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter les analyses parce qu'il y a des chances que ce soit quand même une maladie de Whipple. Par contre, quand la biopsie duodénale est négative en PAS ou en immunohistochimie, on va quand même faire une PCR. La PCR, si elle est positive, il faut chercher une forme localisée, pas une forme digestive. Si la PCR est négative, donc tout est négatif, là, forte valeur prédictive négative. Et quand on est devant une forme localisée, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait le diagnostic? Alors, la seule façon, c'est d'aller faire une PCR sur l'organe cible. Par exemple, si vous avez une atteinte valvulaire cardiaque isolée, une endocardite infectieuse à hémoculture négative, par exemple, il faut faire une biopsie de la valve cardiaque et c'est la PCR sur la valve cardiaque qui va vous faire le diagnostic positif. On peut également faire une PCR sur le sang, au niveau de la peau, en cas de mélanodermie, dans le LCR. Ça peut aller jusqu'à la biopsie cérébrale en cas d'atteinte neurologique avancée, dans l'humeur aqueuse si vous avez une uvéite intermédiaire, dans le liquide articulaire dans le cadre de polyarthrite ou sur une adénopathie. Donc, une simple PCR sur ces organes confirme le diagnostic de maladie de Whipple. En revanche, sur la muqueuse duodénale, dans les selles, la salive, eh bien, ça ne suffira pas, il faut une anapathe positive, donc une coloration au PAS et une immunohistochimie positive. Donc, j'espère que c'était clair parce que ce n'est pas simple, mais pour faire assez simple. Et pour résumer, la maladie de Whipple classique, elle est définie si on a une atteinte duodénale avec une coloration au PAS ou en immunohistochimie positive, quel que soit le mode d'entrée dans le diagnostic, que ce soit que vous commenciez par une biopsie du tube digestif ou que vous commenciez par une PCR dans la salive ou les selles. Et quand on a une maladie localisée, il va falloir de toute façon faire une biopsie duodénale. Il faudra que cette PCR soit positive pour décrire une forme localisée, ou alors il faut avoir une PCR positive sur un prélèvement cible. Donc, quand vous avez fait votre diagnostic de maladie de Whipple, il faut la traiter. Alors, les plus anciens se souviennent du Bactrim qui était largement utilisé au départ, mais qui a été complètement abandonné parce qu'on s'est rendu compte que in vitro, Trophirema whippelii est partiellement
résistants aux bactéries, mais puis surtout, on induit des résistances chez les patients. Et donc maintenant, ce qui est proposé par le centre de référence français, c'est qu'on traite par plaquenil plus doxycycline. Alors, il y a deux cas. Il y a le cas où il n'y a pas d'atteinte neurologique, c'est-à-dire que la PCR sur le liquide céphalo-rachidien est négatif. Donc, je vous rappelle l'obligation en cas de maladie Whipple de faire une ponction lombaire et une analyse du liquide céphalo-rachidien. Eh bien, on va traiter donc par ce traitement pendant au minimum 18 mois. Mais ce n'est peut-être pas tout. Vous allez voir qu'il faut surveiller de toute façon à vie. Et quand on a une atteinte neurologique, eh bien jusqu'alors, ça peut être hydroxychloroquine plus doxycycline à vie, voire intensifier le traitement en cas de résistance ou de rechute. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quand même, la maladie de Whipple évolue bien sous traitement, en particulier quand il n'y a pas d'atteinte neurologique. La diarrhée disparaît en moins d'1 semaine, les arthralgies en 2 ou 3 semaines. Les signes neurologiques, ils régressent, mais de façon plus lente, avec, si l'atteinte est avancée, eh bien, des séquelles qui sont fréquentes. Et sans traitement, l'évolution, elle est inexorable vers le décès. Donc, il faut absolument, à un moment donné, faire le diagnostic de cette maladie de Whipple. Alors, une fois que vous avez traité, malheureusement, ce n'est pas fini. Donc là, je vous ai mis ce petit tableau récapitulatif, mais je ne vais pas le décrire en entier, vous l'aurez sur le site du COFER. Mais pour vous dire que quand on a traité pendant 18 mois, eh bien, c'est jamais fini. Qu'il y ait ou non une atteinte neurologique pendant toute la durée du traitement, tous les 3 mois, pendant la durée du traitement, puis tous les ans, même s'il n'y a pas d'atteinte neurologique, il faudra faire une PCR salive et sel. Et c'est d'autant plus justifié maintenant qu'on sait qu'il y a un terrain génétique de susceptibilité. Donc, ça veut dire que le patient, même une fois traité, il peut se recontaminer et son système immunitaire, il est incapable de lutter contre cette maladie, donc il faudra surveiller à vie. Et les patients qui ont une atteinte neurologique, eh bien, eux, ils ont droit à tous les ans à une PCR dans le liquide céphalo-rachidien. Donc là, je vous laisserai le tableau, je ne vais pas le décrire, mais en gros, surveillance annuelle au minimum à vie chez les patients qui ont eu un Whipple. Donc, pour ce qui est de la durée du traitement, c'est juste pour vous résumer. La PCR, elle va se négativer en 2 à 6 mois sur les biopsies duodénales en cas de réponse favorable. Et si jamais on a une persistance, soit de la PCR positive, soit en immunohistochimie, de présence de Whipple dans la biopsie du tube digestif, il faudra poursuivre au-delà de 18 mois le traitement, voire l'intensifier. Et là, il faudra se référer à votre centre de référence pour le traitement du Whipple. Et puis, donc, je vous l'ai dit et je le redis, surveillance à vie de ces patients. Donc, pour résumer et conclure, c'est une infection bactérienne multisystémique qui va être assez pléioforme dans ses formes cliniques, avec une atteinte qui peut être digestive, rhumatologique, neurologique, cardiaque. On insiste sur la forme rhumatologique. Les rhumatologues, on doit absolument la connaître, puisque pendant 5-6 ans, il n'y aura que cette atteinte rhumatologique. Elle peut même être isolée à vie. Donc, le dépistage possible par PCR sur salive et sel, et maintenant on rajoute les urines, c'est important. Il faut confirmer par anapathe et également par PCR sur la biopsie duodénale, le traitement par antibiotiques au long cours, le risque de rechute, une surveillance à vie et un pronostic très très sombre en cas d'atteinte neurologique. Voilà, j'ai fini. Et puis, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Merci beaucoup, Nathalie. Je vais commencer avec les premières questions, le temps que les autres arrivent, parce que j'ai oublié au début de la présentation de vous demander à tous de ne pas hésiter à poser des questions au fur et à mesure. Et donc, la première, alors parce qu'en fait, il y a des fois, elle part de tous les côtés. Alors, si j'ai bien compris, la sérologie n'est pas spécifique de l'infection, je lis au fur et à mesure, mais est-ce qu'une sérologie négative élimine le diagnostic? Non, parce qu'en fait, la prévalence de la séroconversion, elle n'est que de 70% des cas. Donc, on peut avoir une sérologie négative et avoir quand même un Whipple. D'accord. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent au fur et à mesure. Quelle est la sensibilité de la PCR articulaire? La sensibilité de la PCR articulaire, j'en ai aucune idée, vraiment aucune idée. Ok. C'est un examen qui fonctionne très très bien. On a le séquençage du génome entier, on doit faire une PCR 16S qui marche très bien, elle n'est pas spécifique, donc on fait maintenant la PCR 16-23, donc c'est intergénique,
et qui est beaucoup plus spécifique du Whipple, mais à partir du moment où elle est positive, on va faire un séquençage complet. Je pense que c'est très sensible, mais je n'ai pas le chiffre exact. Oui, mais c'est vrai que finalement, nous, on voit là avec le centre de référence, ils nous demandent quand même beaucoup plus souvent directement de faire salive et sel que articulaire. Je continue toujours sur tes PCR. Sur biopsie diagonale, si PCR positive et PAS négatif, faut-il faire systématiquement l'IHC? Immunohistochimie? J'imagine que c'est ça, parce que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Pas de liquide articulaire analysable, LCR négatif. Très, très précis comme question. Alors, on résume. On a une biopsie duodénale, PAS, immunohistochimie négative, une PCR positive, c'est ça? Ouais, c'est ça. PCR positif, PAS négatif et tout le reste Alors, négatif. ça signifie forme localisée. D'accord? Si je remets le diaporama, on va se mettre ici. D'accord? On est dans ce cas-là. PCR positive, on est dans une forme localisée. Alors là, je pense qu'il y a un vrai intérêt du TEP scan, hein, puisqu'en fait, le TEP scan, il va vraiment montrer des choses qu'on n'imagine pas. Par exemple, une péricardite ou une pleurésie non symptomatique, une endocardite infectieuse qui n'a pas été détectée, un hypométabolisme cérébral ou des adénopathies mésentériques, par exemple, qu'on pourrait aller biopsier. Alors, ça répond à une autre question qui était quel bilan systématique pour une forme articulaire sans autres symptômes, la ponction lombaire, le TEP systématique, tu es plutôt pour le TEP. Alors, en cas de ponction articulaire positive, Non, là, c'était sans autres symptômes. Forme articulaire sans autres symptômes. alors, forme articulaire isolée, on va de toute façon faire, si on se dit, tiens, c'est peut-être une maladie de Whipple, on va faire PCR, salive, sel et urine. Donc, en général, la PCR, salive, sel et urine peut être positive, hein. Peut tout à fait être positive. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Même si c'est négatif, ça n'élimine pas le diagnostic, mais il faut quand même le faire. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, la PCR dans le liquide articulaire, et c'est en général ça qui rattrape le diagnostic et qui est positif. Après, si tout est négatif, il faut peut-être passer à autre chose. Non, mais surtout qu'en plus, il faut quand même, la plupart du temps, c'est quand il y a des signes digestifs associés. Hein, c'est quand même pas dans toute polyarthrite qui ne répond pas au Non, traitement non. classique. Il faut y penser quand on ne trouve pas, ou alors quand on a une diarrhée qui survient, quand on met un patient sous immunosuppresseur. Ce qui est décrit dans la littérature, c'est des patients qui ont une polyarthrite pendant quelques années. On finit par les mettre sous immunosuppresseur parce qu'on n'arrive pas à juguler cette polyarthrite. Et là, vous allez avoir la diarrhée. Donc, l'arrivée vers la forme classique. Alors maintenant, on attaque les trucs un peu plus polémiques. Merci pour cette présentation très intéressante. Cependant, d'un point de vue thérapeutique, peut-on se baser sur les articles faits par Didier Raoult, compte tenu de la polémique actuelle? Et on a aussi une autre question, toujours sur l'hydroxychloroquine, l'intérêt du plaquenil dans le traitement, si c'est pour l'atteinte articulaire ou si c'est pour l'atteinte en général. Alors, je ne vais pas polémiquer. Je pense que ce n'est pas Didier Raoult qui a fait tout seul les publications, c'est l'ensemble de l'équipe. L'IHU, c'est quand même un grand centre de référence, il ne faut quand même pas l'oublier. Ils ont une énorme cohorte de Whipple. Je vous rappelle qu'ils sont centre mondial pour le traitement des endocardites infectieuses à émoc négatif, donc on ne peut pas tout critiquer. Pour ce qui est de l'histoire du plaquenil, je ne crois pas qu'il soit utilisé à titre anti-articulaire. Il est utilisé à titre de maintenance de l'antibiotique dans l'articulation. Ce n'est pas un traitement utilisé pour la polyarthrite, hein, on est d'accord. On est bien d'accord. Je reviens des questions plus classiques. Si on traite l'atteinte articulaire par les traitements habituels, biothérapie, etc., sans connaître le diagnostic de Whipple, on va améliorer l'atteinte articulaire ou est-ce qu'on va l'aggraver? Vous allez temporairement l'améliorer, Ouais. puis elle va devenir plus sévère, mais surtout, vous allez voir apparaître la forme classique avec l'atteinte des diarrhées. Ça va en général faire passer le patient dans la forme, dans la triade classique. En fait, ce qui est décrit dans la littérature, et il y a quelques cas qui viennent de chez nous, où on a des patients suspects de polyarthrite dite à l'époque séronégative, et vous les traitez par anti-TNF-alpha, et on va avoir cette fois-ci une diarrhée profuse, et le patient est diagnostiqué Whipple, et c'est ces patients-là qui sont souvent décrits dans la littérature. Faites un PubMed Whipple, vous allez voir que c'est souvent avec un traitement immunosuppresseur qui deviennent… Ouais, c'est ça qui les réveille un petit peu, mais on réveille plus le côté digestif généralement.
Alors, je vais inviter Claire Dorio à te contacter directement parce que là, en fait, j'ai l'impression que c'est plus à propos d'un cas spécifique. Comme ça, c'est pas tant les choses. Je ne sais pas s'il y a ton adresse email quelque part ou Je l'enverrai vers le sinon, centre de voilà, référence. voilà, c'est bon. Et puis, bah, écoute, il y a eu plein de questions. J'espère que j'ai répondu à. Je crois que je te les ai toutes passées. Je fais encore C'est un très, petit très tour voiture. complexe, hein. Enfin, moi, j'avoue que je pense il va y avoir des questions sur conduite à tenir dans. Référez-vous à la stratégie diagnostique, allez sur les centres de référence. C'est extrêmement complexe parce qu'en fait, là, c'est le cas typique qu'on décrit, mais très souvent, c'est des histoires de chasse. On a cherché, on ne trouvait pas. On va avoir une PCR isolée sur un prélèvement. Donc, c'est complexe, hein, Whipple. C'est complexe. C'est une Moi, bactérie. j'ai juste une question, mais qui est beaucoup plus physiopathe. Est-ce que tu as une explication physiopathe pour savoir pourquoi est-ce qu'on aurait un phénotype plus localisé ou plus généralisé par rapport au même microbe? Alors ça, c'est une super bonne question. Justement, j'ai regardé par rapport au fait de cette découverte récente de cette mutation sur le gène IRF4. Mhm. Eh bien, c'est pas décrit. C'est Je pas ne ça. sais pas. Mais je Mm. suis sûre on va le savoir parce que on est au tout début là de la description du terrain génétique. Ok, eh bien écoute, parfait. Je vais juste vous demander et lancer le sondage avant de finir comme ça nous permettra d'avoir votre sentiment par rapport à cette présentation. Et je te remercie encore, Nathalie. Et puis, bah, écoutez, à la semaine prochaine pour un nouveau mercredi du COFER. Au revoir. Voilà. Hop, je vais mettre directement.